sont symbolisés par la commission médicale paritaire, structure qui statue notamment sous la détermination de l'invalidité lors d'un sinistre. Je suis médecin généraliste en banlieue parisienne et j'ai rejoint l'UNIM il y a 10 ans pour, entre autres, des raisons économiques. Effectivement, les régimes obligatoires sont insuffisants et l'offre prévoyance proposée par l'association apparaît comme très sécurisante. J'ai pu accéder à des garanties indispensables qui sont adaptées à mes revenus et spécifiques à l'exercice de mon métier, comme par exemple l'application des barèmes professionnels, une rente d'invalidité dès 10% ou un capital perte de profession. Ce que j'apprécie particulièrement en étant adhérent à l'UNIM, c'est de me sentir rassuré concernant les questions liées à la santé. En tant qu'associé dans un cabinet médical, j'accorde de l'importance au fait de pouvoir obtenir des réponses collectives et individuelles, bien sûr me concernant, mais aussi concernant ma conjointe, mes enfants et mes salariés. Les services proposés par l'association sont performants, personnalisés, et on sent que la volonté est de privilégier la qualité. Les contrats sont gérés au siège de l'association et les règlements sont très rapides. Ils se font en 24 heures. L'UNIM répond à tous les besoins assurantiels de ses adhérents, de l'assurance auto à l'assurance multirisque habitation. De plus, grâce à son partenariat avec Allianz, l'UNIM est en mesure de proposer des tarifs préférentiels particulièrement intéressants à ses adhérents. L'UNIM, c'est aussi un accompagnement et un accès à des services importants qui sont accordés gratuitement, notamment une garantie assistance très complète, une protection juridique vie professionnelle, vie privée et des informations juridiques, fiscales, patrimoniales. Grâce à l'UNIM et à son assureur Allianz, je bénéficie de réductions importantes pour l'ensemble de mes assurances professionnelles et privées. En plus, je me sens accompagnée et guidée par les conseils avisés de mon correspondant UNIM. C'est un vrai spécialiste qui est à mon écoute. L'UNIM est une association de référence pour les professionnels de la santé. Elle propose des garanties adaptées aux besoins de ses adhérents, notamment par le biais de l'offre globale et affinitaire auprès d'Allianz. À l'UNIM, la priorité est donnée à l'écoute, la réactivité et aux relations confraternelles avec ses adhérents. Alors merci aux courageux qui ne bronzent pas, qui ne nagent pas. On va dire 3 mots sur pas seulement l'avenir de l'assurance maladie, mais l'avenir de la santé, parce que il ne sert à rien de bâtir un système de financement et donc d'assurance pour chacun de la santé si on ne sait pas où et comment la santé va évoluer. Au cours de ce symposium, beaucoup d'innovations dans les domaines de la cardiologie ou d'autres ont été envisagées. Je vais en balayer quelques-uns et quelques autres. Comme j'aime bien commencer par une citation, je vous propose celle-ci qui est de Tocqueville. « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Et c'est évident que entre l'assurance maladie telle qu'elle était imaginée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'était la médecine, ce qu'était le coût, aussi bien de la médecine de ville que des médicaments, que des interventions chirurgicales, de l'imagerie, de la biologie, et puisque c'est aujourd'hui, il n'y a aucun rapport. Et j'ai coutume de dire que si je soignais les patients avec les moyens qui nous étaient offerts lorsque j'ai été reçu docteur en médecine, je serais probablement susceptible d'être immédiatement radié pour des soins manquant de qualité et d'actualité. Alors l'avenir de la santé, c'est quelque chose qui intéresse nos concitoyens. Et comme c'est nos concitoyens qui, au travers de leurs députés, votent la loi de financement de la sécurité sociale, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand on fait des sondages, ce sur quoi on base, enfin en tout cas les pouvoirs publics basent volontiers leur stratégie, les Français sont très intéressés aux innovations technologiques dans le domaine de la santé. Ils ne savent pas très bien ce que ça veut dire, mais le big data les intéresse, la santé connectée les intéresse, la robotique les intéresse, l'intelligence artificielle les intéresse. Ça ne veut pas dire qu'ils savent vraiment les définir. Ils pensent que partager ces données de santé, c'est un acte citoyen qui fera progresser la recherche, et c'est vrai pour presque 8 Français sur 10, à condition bien sûr que ce ne soit pas une obligation d'une part et que leur anonymat soit préservé.
C'est ce qui a déjà été dit au cours de ces 2 jours précédents. Et puis, il faut se méfier, considèrent les Français, ce qui n'est pas vrai des Américains, il faut se méfier de ces grands acteurs que sont Google, Apple, Facebook et Amazon, qui pensent que ces gens, finalement, visent leur profit avant l'intérêt des individus, ce qui n'est pas totalement faux, et pensent qu'ils n'ont pas vraiment leur place dans le domaine de la santé. Et pourtant, vous avez entendu ici même un certain nombre de gens dire que des solutions amenées par l'un ou l'autre de ces acteurs prétendaient soit être en concurrence avec d'autres, soit carrément dominer le système. Les applications en santé, elles ont surtout pour nos concitoyens l'intérêt de leur permettre d'améliorer leur autonomie, l'idée étant qu'elles permettent aux patients de questionner, de trouver des réponses, d'être accompagnés dans son itinéraire, tandis qu'ils sont un peu moins de la moitié à penser que ce sera utile aux professionnels. Autrement dit, on ne pense pas que le professionnel va bénéficier de ces applications santé autant que les patients eux-mêmes. Alors il reste, quand on a analysé tout ça, toutes sortes de questions. Par exemple, sur la recherche et les maladies de demain. C'est évident que l'espérance de vie, alors c'est vrai en métropole, c'est vrai à La Réunion, c'est vrai à Maurice, se pose très différemment de ce qui était le cas quand notre système a été conçu et organisé, et même quand le système hospitalo-universitaire, avec la réforme de Michel Debré, c'est-à-dire les années 60, a été conçu. Comment freiner le vieillissement, ou plutôt comment freiner les effets invalidants médico-sociaux du vieillissement? Comment prévoir les épidémies? Alors ça n'est plus effectivement la peste comme ça a pu l'être au Moyen-Âge, mais le HIV, le chikungunya sont des épidémies dont il est clair que la prise en charge n'est pas réglée. Comment guérir les addictions, qui sont une forme d'épidémie sociale, la dépression? Le premier marché, vous allez le voir dans un instant, de consommation médicale, c'est le marché des psychotropes, et des gens qui sont étiquetés dépressifs. Comment réaffirmer le rôle de l'alimentation, on pourrait ajouter de l'environnement et des conditions de vie, dans l'état de santé d'un individu? Est-ce que le fait de vivre en permanence dans un environnement climatisé, avec de l'air qui a été traité par des appareils, est plutôt bénéfique ou pas plutôt bénéfique pour la santé? Est-ce qu'on l'évalue? Est-ce qu'on le mesure? Deuxième registre de questions très importantes, les enjeux sociétaux. Comment garantir dans une république comme la France ou comme Maurice l'égalité et la personnalisation de l'accès aux soins? Que penser d'un point de vue éthique, moral, politique, de la programmation des bébés via la manipulation des embryons, dont on nous dit aujourd'hui qu'elle est parfaitement possible, et la sélection des embryons, surtout quand on les fait par fécondation in vitro ou par grossesse pour autrui? Que penser de ceux qui nous promettent l'homme augmenté, etc., etc. Et vous voyez que dans la préfiguration d'un système qui prévoit pour tous un équitable accès aux soins, eh bien, il faut avoir à l'esprit des considérations à la fois scientifiques, extrêmement scientifiques même, mais aussi philosophiques, morales, pour ne pas dire spirituelles. Que penser finalement de toutes ces ruptures technologiques annoncées ou déjà avérées et qui contiennent probablement les germes d'un immense bénéfice pour chaque patient, mais aussi de potentielles limites ou de potentiels dangers? Il y a en effet des innovations qui sont de véritables révolutions. Alors je vous en ai cité quelques-unes. Vous savez que c'est seulement en 2003, alors évidemment pour les plus jeunes, 2003, ils étaient encore au lycée, mais pour les gens de la génération de quelques-uns dans cette salle, 2003, on était déjà en exercice depuis quelques décennies. Les chercheurs ont effectué seulement en 2003 le premier séquençage du génome humain. Ça avait mobilisé 3 milliards de dollars et 20 000 experts qui y avaient travaillé pendant 13 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé en 1990. Aujourd'hui, ou plutôt en 2013, c'est-à-dire seulement 10 ans plus tard, le décryptage, ça coûtait moins de 500 $, ça dure quelques jours, les prix continuent à baisser. Aujourd'hui, ça coûte 100 $ et ça dure quelques heures, et on pense qu'on saura le faire en quelques minutes avant 2020. Et puis, on arrive à faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est le CRISPR-Cas9.
Si vous ne le savez pas, alors c'est pas suisse du tout, hein, mais on appelle ça le couteau suisse génétique. C'est un moyen de reprogrammer un génome, c'est-à-dire que c'est une enzyme d'ADN. C'est une enzyme qui va être guidée par un ARN, donc on fabrique un ARN, et puis ce morceau d'ARN va aller couper, comme s'il avait des ciseaux, une sorte de ciseau moléculaire, un brin d'ADN en 2 zones de coupe, un pour chaque brin de la double hélice, et puis à la place, on va rajouter un brin sain d'ADN porteur du gène sain pour remplacer le gène défaillant, insuffisant, voire manquant. Donc on fait de la microchirurgie au niveau carrément du brin d'ADN. En 2016, donc il y a tout juste 2 ans, cette technique de ce qu'on appelle l'édition génétique a permis de lutter contre une forme agressive de cancer du poumon. Les parents porteurs d'un gène anormal peuvent de cette façon imaginer l'éliminer de leur patrimoine génétique, mais évidemment il y a le risque de dérive. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'entre des mains qui ne seraient pas uniquement animées de pensées louables, ça puisse aller très très loin. On peut refaçonner le patrimoine génétique d'un individu. Autre façon de lutter contre l'inexorable, c'est l'imprimante 3D. Vous savez qu'on sait aujourd'hui imprimer en 3 dimensions, non pas avec de l'encre, mais avec des cultures cellulaires, donc des films extrêmement minces de cellules qu'on a cultivées, des organes ou des tissus. Et il y a un petit bruit qui va s'arranger. On ne sait pas ce que c'est. Mais ça va. Le micro. Le temps que ça revienne, ça revient parasité. C'est M. Larsen qui s'est invité là. Voilà. On sait donc aujourd'hui façonner des prothèses implantables, évidemment parfaitement sur mesure. On peut remplacer les os de la mâchoire, une partie du crâne, des vertèbres, avec des pièces qui sont en métal, en tissu ou en résine. On sait faire des prothèses de doigts, d'oreilles, de membres pour les amputés ou pour les gens qui sont porteurs d'exosquelettes. On peut créer des modèles qui sont des maquettes extraordinairement fidèles pour préparer des interventions complexes et les répéter. Et puis on peut fabriquer du tissu vivant aujourd'hui à l'aide de ces couches monocellulaires qu'on sait faire. On imprime de la peau, des tissus de foie, de rein, y compris des oreilles en sachant faire du tissu de muscles, d'os et de cartilage. Et puis on va faire une bio-impression de tout ça. Et quand on a dû retirer l'oreille de quelqu'un qui avait par exemple un cancer mal placé, eh bien on lui refabrique une oreille qui n'est pas distinguable, même au toucher, de l'oreille d'origine qu'on a dû retirer. Alors on arrive dans une espèce de Robocop dont on peut penser là aussi que ça peut donner lieu à des détournements, mais c'est évidemment incroyablement prometteur. On a déjà parlé au cours de ces journées de la télémédecine. Comme on a parlé beaucoup de cardio, j'ai choisi de parler ici de télédiabétologie. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est entré dans la loi finance ce genre d'opération et définit qui sont les patients éligibles à la télésurveillance de leur diabète, avec des diabètes de type 1 déséquilibrés, une hémoglobine glyquée qui est parfaitement définie au-dessus de 8%, etc., etc. Et ces gens-là, eh bien, moyennant le fait d'être également accompagnés par une éducation thérapeutique appropriée, vont pouvoir être suivis, se suivre eux-mêmes, bien sûr, mais être suivis à distance. Et bien entendu, on n'imagine pas que le médecin ou l'infirmière spécialisée qui reçoit les alertes surveille quelques centaines de patients à la fois, mais lorsqu'un patient se met en alerte, eh bien, le système se branche et la personne qui monitore l'ensemble de ces patients peut immédiatement proposer le recours approprié. On a vu ça pour la fibrillation auriculaire. La machine n'applique pas le traitement dans le cas de la fibrillation. Dans le cas du diabète et des malades sous pompe, la machine peut appliquer le traitement à distance, peut être entièrement commandée par les diabétologues. Vous connaissez aussi le système freestyle du diabète, hein, avec l'application pour le patient lui-même et l'application pour un tiers,
qui peut ainsi suivre, monitorer l'évolution du diabète sans injection, avec un petit patch qui est collé sur le bras. Vous savez aussi l'immense progrès de la cybernétique, des robots soigneurs, robots chirurgiens, robots formateurs, robots compagnons, robots assistants qui portent les malades, robots préparateurs à la pharmacie qui font encore moins d'erreurs que nos préparatrices, en sachant, en tout cas c'est ce que disent les promoteurs, que les robots ne se fatiguent pas, ne se mettent pas en grève, sont en principe très disciplinés et obéissants. Connaissez les lois de la robotique, sinon je vous invite à relire Isaac Asimov. Mais évidemment, la limite énorme de la robotique, c'est qu'un robot est incapable de créer ou d'entretenir du lien social. Un robot n'a pas d'affect, n'a pas d'émotion. On peut le programmer pour qu'il fasse très bien semblant, mais pas qu'il ait un sentiment véritable. Le problème, c'est que si on supprime peu à peu l'humain et qu'on le remplace par des robots partout où le robot bien programmé peut faire, eh bien on crée une médecine totalement déshumanisée, pas seulement par absence d'humain, mais parce que tout ce que notre nature, notre sensibilité, notre fragilité humaine peut avoir de vertueux. Donc évidemment, la réflexion, elle est de trouver un équilibre entre ce qu'on peut déléguer utilement à un robot et ce qui continue d'appartenir en propre à un homme, qui peut être une femme naturellement, à un humain, avec les limites de l'humain, mais qu'il partage avec son patient et son entourage. On a beaucoup parlé aussi ici de tout ce qui est digital et des données numériques au service des médecins et des patients. Vous savez qu'aujourd'hui, on recueille non seulement des données au cours des traitements que vous adressez à l'assurance maladie ou pendant l'hospitalisation, mais aujourd'hui existent des bracelets, des vêtements, des balances, des brosses à dents, des miroirs et même des tatouages connectés, et que tout ceci analyse la santé. Alors il y en a qui sont pour le patient lui-même, sur son téléphone, d'autres qui sont communicants ou qui peuvent l'être, et qui évidemment créent une formidable source de données potentiellement utilisables entre de bonnes mains. De même, le décryptage du génome, j'ai dit tout à l'heure que ça avait mobilisé des années et des milliards d'équipes nombreuses. Aujourd'hui, une machine fait ça toute seule comme une grande. On arrive à décrypter 3 milliards de bases dans les filaments d'ADN qui constituent notre génome, et on arrive à décrypter tout ça pour, encore une fois, une centaine de dollars ou d'euros. Et les Européens, notamment les Français, ne sont pas en retard sur tout ça. Aujourd'hui, on n'imagine pas de limite véritable à la quantité de données qu'on est capable de recueillir, de traiter et d'analyser sur un individu. On parle de gigabits, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout état de cause, la question c'est, y a-t-il une limite? Qui peut la fixer? Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données une fois qu'on les a? On introduit ça dans des algorithmes. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici que les algorithmes, ça analysait l'essentiel du ventre de la courbe de Gauss, mais que les extrêmes des extrêmes sont généralement éliminés comme ayant une probabilité de survenue quasi nulle. Et par conséquent, des malades qui sortent du lot commun, avec une configuration, une association de signes, d'anomalies, de symptômes, quelle qu'en soit l'origine, qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir, peuvent tout simplement être écartés par la machine, alors qu'un individu médicalement bien formé pourrait avoir l'intuition qu'il convient de les garder. L'idée, c'est de mettre en tout cas des tonnes de données dans la machine, de brasser tout ça, une espèce de macédoine, et puis finalement, on mixe tout ça et on est supposé en sortir des informations pertinentes qui ont comme idée d'arriver à un diagnostic plus juste que ce que nous pouvons faire et de prédire l'évolution de la maladie pour déterminer le meilleur traitement, écarter tous les traitements dont on sait que chez ce patient donné, compte tenu de telle ou telle donnée qu'on possède à son sujet, le traitement ne fonctionnerait pas, donner lieu à des effets indésirables, etc. etc. C'est très séduisant sur le papier. La limite de ça, c'est qu'on peut soigner peut-être mieux la maladie, mais soigne-t-on le malade? Je vous rappelle que dans nos études de médecine, on nous a assez bien appris les maladies. En général, on connaît assez bien les maladies, surtout dans notre spécialité. On ne nous a jamais appris le malade, on ne nous a d'ailleurs pas sélectionné sur notre capacité à nous intéresser à l'individu qui est porteur de la maladie.
Or, il est clair que la personnalité, le ressenti, le vécu, l'angoisse que génère ou que génère pas une maladie, ça a de l'influence sur ce qu'est la maladie, sur comment elle va être perçue, sur l'adhésion au traitement, etc. etc. Tout ceci, eh bien, un algorithme ne le prend pas, ou très peu, ou très mal en compte. Et puis d'autres petites innovations pêle-mêle que j'ai mis un peu pour le plaisir, les micro-implants. Vous savez qu'aujourd'hui, on est capable de fabriquer des implants absolument microscopiques qui pourront remplacer... Alors, tout le monde connaît les cristallins artificiels, tout le monde connaît des prothèses osseuses qu'on sait réaliser dans des matériaux divers ou dentaires. On sait faire encore plus petits, des prothèses vasculaires qui marchent beaucoup mieux que des prothèses animales déspécifiées ou des morceaux de veine retournés à l'envers, etc., etc. On peut aussi imaginer que des implants soient en fait des capteurs biologiques capables de collecter de la donnée qui va alerter le patient ou son médecin. Bien entendu, la thérapie génique qui est en pleine évolution sur des maladies graves, la mucoviscidose, le Parkinson, il est probable qu'on pourra reprogrammer des gènes devenus déficients. Et puis, toutes les questions liées finalement à l'allongement de la vie. Je vous ai montré, je crois, l'autre jour, comment certains imaginaient que la vie puisse durer 150, 200 ans et plus. Il est clair que notre système n'est pas du tout prévu et dimensionné pour des patients vivant ne serait-ce que 120 ans. Donc tout ça est plein de points d'interrogation qu'il faut analyser. Il y a un immense champ extrêmement intéressant sur lequel je vais passer 2 minutes, qui est celui de la médecine dite prédictive. La médecine prédictive qui soulève d'immenses espoirs et qui pose effectivement d'immenses questions. Si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes en mal de bonne lecture, je vous recommande le livre de Jacques Ruffier sur la naissance de la médecine prédictive chez Odile Jacob, où il dit finalement, une phrase qui paraît résumer la chose, « L'inventaire du patrimoine génétique et la connaissance fine des effets de l'environnement sur la santé donne naissance à une médecine qui doit permettre de connaître le capital santé que chacun devra ensuite apprendre à gérer pour bien vieillir. » Alors tout à l'heure, le représentant de l'UNIM parlait du capital, des placements, on a un capital santé qui est finalement au moins aussi important, si ce n'est plus, que notre capital financier, parce que le capital financier, on risque de le perdre. Le capital financier, il est à la merci des aléas, des guerres, catastrophes naturelles. Le capital santé, il est à la merci de la maladie. C'est le seul, finalement, qui nous accompagnera de la toute première seconde de notre vie jusqu'à la toute dernière. Il y a des éléments de ce capital qui sont non modifiables, ou difficilement, et d'autres sur lesquels on peut agir. L'épigénétique est en train de devenir quelque chose d'extrêmement important. Je vous recommande aussi un autre bouquin, si vous avez envie, du professeur Gilbert Deray, qui est le chef de service de néphrologie de la Pitié-Salpêtrière, et qui a sorti il y a 2 ou 3 mois un bouquin assez remarquable sur le fait de pouvoir contrôler tout ce qui n'est pas inscrit dans le patrimoine génétique et qui est l'épigénétique, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec son patrimoine génétique. L'idée, c'est de prévenir, dépister et mieux traiter. On sait finalement que peut-être 10% des cancers fréquents sont liés à un facteur génétique. On sait que l'identification d'un de ces facteurs peut permettre d'envisager un traitement précoce et qu'en tout cas, avec l'idée que plus un traitement est précoce, moins la maladie a progressé, mieux c'est pour le malade et mieux c'est pour celui qui paye le traitement, mais aussi que dans certains cas, un traitement va être tout à fait inefficace si le patient n'a pas le gène qui convient, alors qu'il a une immense probabilité de fonctionner si le patient exprime le gène qui va bien. Vous connaissez l'histoire du HER2, du BRAF, du CARAS, etc., dans les différents cancers. Et sinon, sachez que c'est ça la médecine d'aujourd'hui. Évidemment, les gens qui ont appris la médecine il y a 5 ans ne savent même pas que ça existe. Et s'ils n'ont pas eu le loisir de passer le temps à l'apprendre, ils le découvrent sur des comptes rendus qui viennent de l'hôpital auxquels ils ne peuvent pas forcément donner toute la valeur concernée. Le plan cancer qui se termine bientôt disait déjà que le diagnostic plus précoce permet, dans le cancer, qui est lourd tribut à la mortalité, c'est 30% des décès en France,
un traitement plus efficace avec un impact positif avéré sur le pronostic, que plus tôt on traite, mieux c'est, et que par conséquent c'est bon pour tout le monde, bon pour le patient et son entourage, et bon pour ceux qui financent les traitements. C'est vrai aussi d'autres pathologies, par exemple les cardiomyopathies hypertrophiques, dans lesquelles finalement la transmission est sur un mode autosomique dominant. Il y a des familles qui vont se transmettre cette maladie, et on sait évidemment donner le conseil approprié, le détecter très précocement, et le cas échéant agir si on en a l'envie et les moyens. C'est pareil sur l'hypertension artérielle. On sait que 30% de la variance de la pression artérielle dépend de facteurs génétiques, 50% dépend de l'environnement, du mode de vie, d'alimentation, de la surcharge pondérale, etc. Et le reste des pratiques comportementales. Eh bien, il y a des gènes donc, qui peuvent favoriser le développement d'une hypertension artérielle, et on peut imaginer agir sur ces gènes ou les faire s'exprimer autrement, etc., etc. Il existe des dispositifs ambulatoires qui sont hébergés par un smartphone qui peuvent détecter à distance, en temps réel et en continu, les risques cardiovasculaires précurseurs d'un AVC ou d'un infarctus, ou bien, comme je crois que j'ai dit l'autre jour, un appareil extrêmement ludique qui permet, sur un smartphone, un petit programme, une petite application, qui permet de détecter instantanément ou presque la récidive d'un cancer chez certains patients sur la base de questions auxquelles le malade lui-même peut répondre tout simplement parce que son sommeil, son appétit, la fréquence de tel ou tel phénomène chez lui va varier et qu'on fait une corrélation. Les algorithmes ont montré qu'il existait une indiscutable corrélation entre les patients chez qui il y avait une récidive du cancer et ceux qui n'en avaient pas. Donc l'idée, c'est que cette génétique va permettre d'identifier les patients dont la réponse peut être positive, dont ceux qui n'y est pas. Et puis on peut économiser le coût du traitement inutile, l'espérance qu'on a proposée aux patients, et puis évidemment le coût des effets indésirables et le coût du traitement. Donc c'est du gagnant-gagnant, et vous savez que les stratégies gagnant-gagnant sont bien évidemment les stratégies sur lesquelles on aura l'aide de ceux qui mettent en place le système et qui le financent, comme l'aide des associations de patients, comme l'aide de tous ceux qui concourent au meilleur état de santé. Et finalement, vous connaissez ça, et les, je sais pas, Herceptine et le cancer du sein, par exemple. Évidemment, l'évaluation économique, et ça va nous faire la transition avec la deuxième partie de mon propos, c'est compliqué parce que ça dépend, il faut des larges effectifs, il faut qu'on puisse déduire des lois, il faut savoir s'il y a ou il n'y a pas des moyens de traitement, parce que détecter une prédestination, c'est bien, mais si on ne peut rien y faire, ça ne sert pas à grand-chose. Être certain que les tests ont vraiment une valeur prédictive effective, tout à fait sérieuse. Se demander si les coûts liés à la mise en œuvre des tests à une plus ou moins grande échelle par rapport au coût de la prise en charge de ceux qui tombent effectivement malades, si c'est légitime et justifié. Bref, l'évaluation de toute cette nouveauté médicale. Alors j'ai pris l'exemple ici de tout ce qui est la médecine prédictive, mais c'est vrai de toutes ces innovations. Et avant que notre système décide de les incorporer, eh bien, elle tâtonne, elle hésite, elle expérimente. Et parfois, elle est en retard à force d'avoir hésité. Donc, qui est à risque, etc., etc. Je vais accélérer là-dessus, même si, d'une manière générale, le coût des tests est minime par rapport au coût du traitement de ceux qui sont malades, avec des tentations de certains, j'ai parlé de GAFA, mais il y en a d'autres, qui veulent faire énormément d'argent autour de ce type d'industrie. Alors, finalement, là aussi, on a des questions non résolues. Le big data, c'est une règle en 4 V, le volume, la variété, la variabilité et la vélocité, c'est-à-dire la rapidité d'évolution. Et la médecine des 4 P, c'est la médecine personnalisée, préventive, prédictive et participative, parce que le patient y joue un rôle. Le risque de tout ça, c'est que ça peut être utilisé avec beaucoup de vertus, beaucoup de bienveillance, mais aussi au bénéfice d'intérêts particuliers qui sont ceux des promoteurs de telle ou telle technique, technologie, etc., qui veulent gagner plein d'argent au détriment du système et du plus grand nombre, avec de nouveaux acteurs qui veulent emmagasiner les données et les traiter, soi-disant pour notre plus grand bien, et en fait pour dominer
finalement notre société d'une manière ou d'une autre, dans un but philosophique ou financier, ou les deux. Et il faut répondre à toutes ces questions. Alors un certain nombre de personnes, on a cité le comité d'éthique ou d'autres, s'attachent à réfléchir à tous ces sujets qui sont vraiment des sujets complexes. Ce n'est pas le sujet de la résistance aux antibiotiques, c'est beaucoup plus profond et lourd que des sujets qui ont une réponse technologique. Alors maintenant, la protection sociale, dans tout ça, elle doit réfléchir à ça et changer de modèle, parce qu'il est clair, encore une fois, que notre modèle ancien n'a plus de pertinence. C'est un questionnement qui se posait déjà il y a très longtemps, c'est-à-dire que ici c'est un bouquin écrit par une Canadienne qui était en France, qui s'appelle Odette Thibault, et qui a écrit un bouquin dans les années 75 qui s'appelle Maîtrise de la mort, et qui disait en 75, donc il y a 40 ans presque, les techniques, plus que 40 ans, les techniques médicales deviennent de plus en plus coûteuses à mesure qu'elles se perfectionnent. La demande augmentant parallèlement au coût des techniques, ces deux facteurs additionnés grèvent lourdement le budget de l'État. Plus le droit de l'individu à la vie et à la société coûtera cher, plus il se heurtera à des impératifs économiques de la part de la collectivité dont les ressources ne sont pas inépuisables et qui devra choisir entre diverses options et établir des priorités. Vous voyez que cette question, elle se posait il y a 40 et quelques années, elle se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui parce que ça coûte de plus en plus cher et que les gens vivent de plus en plus vieux. Alors c'est quoi la dépense? On est dans un pays, je parle de la France, qui a dépensé l'année dernière, les chiffres sont sortis il y a quelques jours, plus de 270 milliards pour sa santé. La richesse totale produite en France, c'est 2294 milliards l'année dernière. Le produit intérieur brut, la somme des richesses produites. Donc pratiquement 2300 milliards d'euros. Là-dessus, on en a consacré 270 à la santé, et à l'intérieur de la santé, on en a consacré pratiquement 200 à la consommation de soins et biens médicaux, c'est-à-dire tout ce qu'on peut se procurer chez un professionnel de santé, médecin, pharmacien, etc., etc. Ça représente un peu moins de 3 000 euros par habitant et par an. Je vous signale juste par curiosité qu'au nord de l'Afrique, les pays qui sont juste limitrophes de chez nous, c'est à peu près 300 euros. Et une fois franchi le Sahara, et les pays qui sont entre le Sahara et l'Afrique du Sud, c'est autour de 30 euros par personne et par an. Et vous devez bien réfléchir au fait que les informations sur la santé, les livres, les bouquins, les journaux, les congrès, ils parlent de nos moyens, de nos innovations, de notre appétit pour ce que nous savons faire et ce que nous voulons faire et nous croyons légitime de faire pour nos patients. Mais quand on a 10 fois ou 100 fois moins de moyens, alors c'est sûr que l'heure d'infirmière ou le bol de riz ou de soupe coûte moins cher, ils se payent en monnaie locale. Mais quand il faut acheter un PET scan, quand il faut acheter un robot chirurgical ou quand il faut acheter une machine à décrypter le génome, il faut le payer en yens, en dollars ou en euros, c'est-à-dire avec notre argent qu'ils n'ont pas. Donc il faut bien mesurer aussi comment ça suffit à expliquer des pressions migratoires extrêmement intenses. La première chose que les gens normalement constitués veulent, c'est la santé et l'éducation. La santé en premier et l'éducation. Le reste, ils se débrouillent. Et ils savent ce qui est possible de faire. Et ils le demandent, et ils n'ont pas tort. Alors finalement, donc la santé, vous voyez que c'est 11,8, un peu moins de 12% de notre produit intérieur brut. Quand on regarde le détail de cette consommation de soins et biens médicaux, vous voyez que les hôpitaux, c'est 40 et quelques pourcents entre le public et le privé, les médecins et les sages-femmes, un peu moins de 11%, les auxiliaires médicaux, 8%, ça monte puisqu'il y a des soins à domicile, les dentistes, 6%, biologie, c'est 2%, et si vous regardez bien, les transports tout en haut, c'est 2,5%. On consomme plus de transport en ambulance pour aller à la radiothérapie, à la dialyse, etc., que toute la biologie n'a pas comprise, ce qui est un non-sens dans tous les sens, pour l'enrichissement excessif des ambulanciers et le recours insuffisant ou la rémunération insuffisante de ceux qui font l'ensemble des examens de laboratoire. Quant aux médicaments, dès qu'on parle de dépenses excessives en santé, on montre des boîtes de gélules ou des seringues, vous voyez que ça n'est que 16% de la dépense. Finalement, ce n'est pas si colossal que ça. Si on regarde comment on se compare avec les pays voisins, vous voyez que la France est dans les tout meilleurs. On laisse de côté les États-Unis qui sont à gauche, où ils dépensent plus de 16%, plus de 17% même de leur produit intérieur brut en santé, pour un état de santé qui est moins bien que le nôtre. C'est-à-dire que la mortalité et la morbidité sont moins bien que les nôtres.
mais on est, avec nos proches voisins, suisses, allemands, etc., parmi ceux qui dépensons ce qu'il faut pour avoir un bon état de santé. Vous pouvez voir que le Royaume-Uni dépense moins, et on ne vous parle pas, effectivement, des pays de l'Est européen. Vous voyez que même dans le marché commun, il y a 2 zones. Quant au Luxembourg, qui est tout à droite, ce n'est pas parce qu'ils dépensent moins, c'est parce qu'ils ont un produit intérieur brut par habitant tellement énorme qu'ils dépensent autant que nous en euros par habitant. Mais le Luxembourg, ce n'est pas un pays, c'est une banque. Quand on regarde la consommation de soins et biens médicaux, donc qui représente à peu près 200 milliards, vous voyez la répartition. Je tiens toutes ces diapos à votre disposition, bien sûr, si ça vous intéresse, en tant que professionnel et en tant que cotisant et en tant qu'électeur. Vous voyez que l'ensemble des soins hospitaliers, c'est 92 milliards, l'ensemble des soins ambulatoires, c'est 106 milliards, la ville, c'est 53 milliards, et l'ensemble fait bien les 199 milliards dont je vous avais parlé précédemment. Les 199, ils sont là. Et finalement, vous voyez aussi une autre légende. Vous voyez que quand on regarde les contributions à la croissance, ce qui est en vert ici, c'est-à-dire ce qui est négatif, c'est le médicament. On croit toujours que c'est les odieux laboratoires qui, du fait du prix excessif et délirant des médicaments, des profits colossaux et déraisonnables qu'ils font, grèvent le budget de la sécurité sociale. C'est des chiffres qui sont donnés par la sécurité sociale. Je ne recrée aucun graphique, je le fais des copier-coller des textes officiels, c'est comme ça que je ne peux pas être contredit. Le médicament a une croissance négative ou minime par rapport à d'autres univers, dont les transports. Et vous l'avez ici en valeur et en prix. Et vous voyez que le prix du médicament n'arrête pas de baisser. Ce n'est pas ça qui fait le déficit de la Sécu, c'est le reste. La sécurité sociale paye plus des 3/4 de nos dépenses de santé. Si vous regardez la dernière colonne, où vous regarderez le détail, vous voyez que la sécurité sociale paye bien 77% du total des dépenses de santé. Et pourtant, il y a des choses qui ne sont pas remboursées du tout, des choses qui sont remboursées à 15, à 30, à 65%. Pourquoi est-ce qu'au total, la Sécu finit par rembourser 77% de nos dépenses de santé ? La réponse tient en 3 lettres magiques, ALD. Et on va rajouter CMU. Et c'est ça qui explique que la sécurité sociale, finalement, finance plus de 3/4 de la dépense totale de santé. En ce qui concerne la CMU pour la Réunion, je vous rappelle que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, c'est 854 000 assurés au début de l'année dernière, à peu près le même chiffre maintenant, que 40% d'entre eux bénéficient de la CMU complémentaire et presque 9% de l'assurance complémentaire spéciale santé. 14% des bénéficiaires sont pris en charge au titre de l'ALD. Et c'est ces 14%, alors que le total, la moyenne nationale est inférieure à 9%, eh bien, sont responsables de dépenses importantes, sans doute nécessaires. Hein. Les diabétiques ne s'inventent pas diabétiques, les hypertendus sérieux ne s'inventent pas hypertendus sérieux, etc. J'imagine pas qu'il puisse y avoir de malhonnêteté derrière tout ça. En tout cas, ce n'est pas du tout mon propos. Prestations proposées par 6200 professionnels. Et l'ensemble des prestations, c'est 2,136 milliards finalement, dont 1 milliard et quelques pour les soins de ville, c'est-à-dire 2% du total national. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que la population réunionnaise, ce n'est pas 2% de la population totale de la France métropole plus outre-mer. Donc il y a une consommation de santé importante que vous connaissez comme moi, qui est justifiée par des phénomènes épidémiologiques, sociaux, etc., mais qui est importante à prendre en compte. Et puis il y a le déficit. Le déficit, il est lié au fait que le taux de croissance des dépenses de santé, c'est les petits losanges rouges, augmente beaucoup plus que la France, que l'économie. Et vous voyez la colonne de la France ici, la croissance des dépenses de santé, c'est ça, et la croissance de l'économie, c'est ça. Alors à part ici des pays comme l'Estonie qui sont passés d'un régime soviétique où il n'y avait pas d'économie et pas de dépenses de santé à un régime d'ultralibéralisme mafieux en général, dans la plupart des pays ordinaires, l'économie augmente, mais moins que la dépense de santé qui augmente dans un pays normalement développé de 4% par an. La moitié à cause du progrès technologique,
l'autre moitié à cause de l'évolution démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Et on ne peut pas, évidemment, empêcher les gens de vieillir, c'est même tant mieux. On ne peut pas non plus empêcher l'évolution technologique, au contraire, on la souhaite. Donc la croissance normale de la dépense de santé, c'est 4% par an. Quand l'économie qui finance les assurances santé n'augmente pas de 4%, il y a un déficit qui se creuse. C'est simple à comprendre. Et c'est automatique. Alors l'assurance maladie, chez nous, elle reste en déficit. La sécu totale, c'est-à-dire maladie, plus accident de travail, plus vieillesse, plus famille, vous voyez qu'il y a un déficit, mais qui se résorbe à force de restrictions sur les tarifs. L'assurance maladie, qui est la branche qui nous concerne, c'est pareil, un déficit qu'on s'efforce de résorber, mais à force de tirer sur les tarifs de tout et de tout le monde. Et finalement, chaque année, on augmente, les parlementaires qui votent la loi autorisent une augmentation qui est le double de celle de l'économie, donc il fait un effort, mais c'est la moitié de ce qu'il faudrait faire. C'est clair ce que je dis? Il faudrait augmenter de plus 4, ils augmentent de 2, de 2,3, de 2,5, de 2,6. On n'y arrivera pas. Alors cette loi, donc, elle est votée chaque année pour équilibrer les recettes et les dépenses. Les recettes, elles dépensent de la santé et de l'économie, et les dépenses, elles tiennent compte de l'évolution. Donc finalement, on est en déficit, et l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, n'est jamais au rendez-vous. C'est quasiment pas possible. Alors, on vient d'annoncer, le président de la République a annoncé il y a quelque temps, avec le plan Ma Santé 2022, plan assez ambitieux, il faudra voir ce que ça donnera en réalité, mais le plan lui-même satisfait l'ensemble des professionnels. Un ONDAM, donc un objectif national augmentant de 2,5. On sera toujours en déficit par rapport à ce qu'il faudrait, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu 2,5 d'augmentation depuis 2011. Alors, c'est quoi l'économie à réaliser et pourquoi on vous martyrise? C'est très simple. On prend le chiffre réel de 2018 et on dit on prend le même plus 4% et on a ce qu'il faudrait dépenser en 2019. Puis comme on ne l'a pas, on calcule ce qu'on va avoir en vrai, les fameux plus 2,5%. Et la différence entre ce qu'on va avoir en vrai et ce qu'il faudrait qu'on ait, c'est l'économie à réaliser. Et donc l'économie, elle a été calculée là, elle vaut pour l'an prochain, 2019, 3,830 milliards. Alors on prend la liste des postes de dépenses et on commence par l'addition. Regardez pas le détail, on s'en fout. On commence par poser la ligne du bas, c'est-à-dire 3,830 millions. Et puis on met des chiffres plus ou moins à la louche. Ce n'est pas un mot arabe à la louche, c'est un mot du fonctionnement des énarques. C'est comment on fait des économies. Alors vous voyez, on dit par exemple prix net des médicaments en ville, moins 700 millions. Évolution des prix nets des médicaments de la liste en sus, ceux que les hôpitaux n'ont pas besoin de payer, 260 millions. En haut dans les hôpitaux, améliorer la performance interne des établissements de santé et médico-sociaux, 700 millions. Ça veut dire que pour trouver des papiers dans les toilettes ou les photocopieuses, il faudra vraiment chercher. Oui, on ne peut pas obliger les gens à économiser sur leurs dépenses normales sans que ça ait des conséquences dans la vie de tous les jours. Donc si on achète toute la santé, notamment hospitalière, mais pas que, en ville et à l'hôpital, dans les conditions d'exercice de cette année, par rapport à ça, il faut faire 3,830 milliards d'économies, les voilà. Donc c'est pas simple, du tout. Année après année, ce calcul comptable met les professionnels des établissements en une situation de grande tension. En fait, c'est au détriment de la qualité et de la sécurité des soins, ça paraît évident. De la qualité de vie des professionnels, il n'y a qu'à voir le nombre d'arrêts de travail, de burn-out, voire de suicides dans les hôpitaux. Et évidemment, finalement, au détriment des patients. Alors, ce n'est pas les parlementaires qui votent ces mesures, ni même les gens du ministère qu'il faut blâmer. C'est le système. C'est que le système n'est plus adapté purement et simplement. Et donc ce système, pensé dans les années 47, 48, 50 et repensé dans les années 60, il n'est plus du tout adapté. Et il faut donc faire un grand wipe-out, une grande reconstruction. Et les pays plus modernes qui accèdent à la santé, comme Maurice, ont la chance de partir sans avoir la lourdeur d'un système ancien. Ils mettent en place un système, alors pas toujours facile,
mais c'est plus facile d'inventer le système de santé des Émirats arabes unis, paradoxalement, que le système français ou réunionnais. Juste un mot sur l'île Maurice, puisque c'est là que nous sommes pour quelques jours. Et comme le congrès était bilingue, j'ai laissé la slide en anglais parce que c'est mieux. Ce qui est tout à fait intéressant, ce que je voudrais vous regarder, c'est les résultats obtenus, la dépense de santé, qui est loin d'être négligeable par rapport aux revenus mauriciens, et surtout ici, le rapport 2017, qui montre que par rapport aux États de l'Afrique méridionale, les États sud-africains, la dépense de santé qui n'est que de 548 $ américains par personne, très loin de nos 3 000 et quelques, de 3 000 €, eh bien, on arrive à une espérance de vie de 74,7 ans, ce qui est tout à fait remarquable. Et ça veut dire que nos collègues, confrères et amis mauriciens se débrouillent remarquablement bien avec une somme d'argent faible, un taux de mortalité infantile tout à fait faible. Et donc finalement, il faut saluer cette performance et savoir que ça vaut de se demander si certains éléments de leurs recettes n'auraient pas utilement de quoi nous inspirer parfois. Alors, pour conclure et laisser un peu de temps à la discussion, il faut donc remettre le système à plat. Organiser l'offre de soins autrement, le rôle respectif de la ville et de l'hôpital. On parlait à midi avec quelques-uns du mépris condescendant avec lequel les médecins hospitaliers, a fortiori hospitalo-universitaires, considéraient les gens qui faisaient de la médecine libérale en ville, et à quel point, par exemple, dans les statistiques même, le ministère parle des établissements de soins privés comme des établissements commerciaux, comme si les cliniques privées faisaient du commerce. Et il y a là-dedans un mépris considérable, d'où la logique du parcours de soins, le patient allant circuler au long de sa maladie entre différents professionnels, entre différents endroits, et il faut qu'il soit au bon endroit, au bon moment, avec le juste soin, sans se demander le statut. Finalement, c'est la même sécu qui, in fine, paye tout. Il faut évidemment qu'arrive le dossier médical communicant réel, qui permette aux uns et aux autres d'avoir accès aux informations en temps réel utiles à la bonne pratique. La juste place de la télémédecine qui n'est pas faite pour remplacer les médecins du tout, mais qui est faite pour permettre à un malade d'avoir accès à une expertise spécialisée à distance, alors que le médecin entre les mains ou le professionnel entre les mains duquel il se trouve ne possède pas toute l'expertise. Il faut renforcer les politiques de prévention. Vous savez que le budget prévention de la sécurité sociale, c'est moins de 3% des dépenses. C'est juste pas possible. Qu'il s'agisse du diabète et des éléments nutritionnels ou des dyslipidémies et de leurs conséquences sur l'athérogénèse, ou qu'il s'agisse de l'hypertension avec le sel, ou qu'il s'agisse du cancer, etc. etc. Vraie prévention, vrai dépistage précoce. Et puis discuter sérieusement de la part de responsabilité des assurances maladie obligatoires et des assurances complémentaires. Vous avez tout à l'heure dans le petit film de l'UNIM vu présenter l'assurance. Elle entend éventuellement avoir un rôle. Pour que les cotisations soient acceptables, il faut que les dépenses soient acceptables. Pour que les dépenses soient acceptables, il serait souhaitable qu'elle les voie au chapitre sur la définition de l'offre de soins et de l'organisation des soins. Pour l'instant, on lui demande juste de payer ce que la Sécu ne paye pas, sans qu'elle les voie au chapitre véritablement. Et puis, il faut que les patients puissent s'exprimer, puisqu'aujourd'hui, c'est des patients qui sont des consommateurs de santé et pas seulement des gens qui supportent, je l'ai dit l'autre jour. Donc réfléchir au choix à opérer entre les objectifs d'efficience, de liberté, d'équité, et entre les intérêts obligatoirement divergents des acteurs, celui qui paye, celui qui organise, celui qui donne, celui qui est malade, en assurant un débat transparent, ouvert, loyal. C'est normalement à ça que notre République doit s'engager. C'est en principe à ça que ceux qui la dirigent ont décidé de nous engager. Si j'étais au nord du Sahara, je dirais Inch'Allah. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions? Oui, alors on a le temps, oui. Donc il y a même un micro a priori avant le tirage au sort. Est-ce qu'il y a un micro pour les questions? Oui, il y a un monsieur qui a un micro. Voilà. Moi j'ai une question à te poser dans les choix à opérer, comme tu dis.
qui est très pratique, mais qui a eu des conséquences dans notre façon de travailler, c'est la T2A. Oui. L'application de la T2A, le paiement à l'acte, entraînant toujours une multiplication des actes, ceci étant de moins en moins payé pour essayer de définir. Comment tu vois ça? Est-ce que tu... Alors c'est très simple. Je vais essayer d'aller vite dans la réponse, mais si c'était un paiement à l'acte, ça serait peut-être encore un moindre mal. Mais c'est un paiement à l'activité sur la base d'une grille forfaitaire de tarifs qui sont établis sur 79 établissements échantillons, dont on relève finalement le coût moyen pour un diagnostic donné avec un degré de complexité ou de comorbidité donnée, et qu'en général ensuite on triture à la baisse. Parce que le total de ce qu'on relève, même comme dépenses, n'est pas compatible avec l'objectif d'économie. Donc une fois qu'on a les dépenses réelles dans, je sais pas moi, la pneumonie à pneumocoque en 2018, et ben pour faire le tarif 2019, on prend ce chiffre-là et on le minore pour que la somme des totaux soit égale au budget qu'on a le droit de dépenser. Donc la tarification à l'activité, c'est mieux que la dotation globale qu'on avait avant, mais ce n'est pas du tout satisfaisant, il y a toutes les dérives. Et la principale dérive, c'est la sélection du case mix, c'est-à-dire des malades qu'on admet à l'hôpital, pour favoriser les activités rentables et au contraire écarter les activités pas rentables. Donc dans le plan actuellement en préparation, il est prévu que la T2A ne corresponde qu'en gros au maximum à 2/3 de la ressource des établissements et qu'un tiers vienne d'autre chose. Alors pour l'instant, dans les autres choses, il y avait ce qu'on appelle les missions d'intérêt général, les MIG ou MIGAC, et les MAIRI, les missions d'enseignement, de recherche et de recours à l'innovation. Les CHU, les grands hôpitaux en avaient, les moindres en avaient pas, peu, et les privés en avaient carrément pas. Donc c'est profondément injuste puisqu'ils soignent les mêmes malades et qu'ils ont les mêmes besoins. Donc il se trouve par chance qu'un certain nombre de messages ont pu être transmis à ceux qui nous gouvernent, et si tout va bien, là encore, Inch'Allah, la proposition de tarification nouvelle va émerger. Il se trouve que le rapporteur du budget de la loi de financement de la sécurité sociale, c'est un praticien hospitalier en neurologie à Grenoble, qui est parfaitement au fait dans son vécu quotidien. Il s'appelle Olivier Véran. Il est parfaitement au fait de ces problèmes. Il a failli être ministre de la Santé, mais il fallait une femme et on a choisi une onco-hématologue, Agnès Buzyn, qui connaît aussi le problème très bien et qui sait très bien comment le système actuel est injuste et pas adapté. Donc la T2A va non pas mourir, mais va perdre de sa toute-puissance. Il y avait une autre question quelque part avant qu'on cède la place. Pardon ? Alors voilà, il faut gagner des lots essentiels. Alors, Sabrina ? Alors, comme on nous presse, et je ne voudrais pas mettre en retard les suivants, ce que je vous propose, on va faire un tirage, je vais vous donner les noms des 5 gagnants, et à ce moment-là, on vous attendra à l'extérieur pour remettre le cadeau, ça permettra de ne pas retarder les personnes qui suivent. Donc, on va le faire rapidement. Une main innocente ? Oui, enfin bon, je ne suis pas sûr qu'elle soit si innocente que ça, mais bon. Je vous promets, je ne regarde pas. Allez, on y va vite. Promets. Alors, le premier, donc ça c'est pour le paréo, c'est Evelyne Jamna. Ah, bien. Eh ben voilà. Après, vas-y, il est hyper pressé, Ruben. Je veux dire, on va vous les remettre à l'extérieur après, hein, comme ça, on vous attend juste après. Le deuxième, c'est un sac en cuir, c'est Philippe Bénèche. 2. J'en ai 2. Le troisième, c'est également un sac en cuir, c'est Dominique Baguet. Elle est pas mal, la main innocente. Hein. Alors, le quatrième, c'est une montre digitale, connectée, Gilles Carassé.
Et une montre également, pour ne pas être sexiste, avec Dr Fatma Timol. Voilà. Un grand merci à tous pour votre présence et encore pour le professeur Jambonski. Et à l'équipe technique. Merci. Comme vous êtes déjà en position, on va enchaîner directement à la session plénière consacrée aux recommandations de l'activité à ESC et ESVS. J'invite les modérateurs. We are now going to listen to the recommendations by ESC for 2018. To those benefiting the language support, kindly note that their interpretation covers the general content of the presentations, and scientific and technical segments might be skipped. For further query, feel free to contact the presenter at the end of the session. Thank you. On va commencer cette session sur les recommandations 2018 de la Société européenne de cardiologie, la Société européenne de chirurgie vasculaire. Et je vais modérer cette session avec le professeur Rainer qui va introduire le premier speaker. Good afternoon, everyone. I welcome you to this